Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Lumix 16-35 mm f4 que j'ai pu avoir en avant-première. Il est annoncé aujourd'hui et pourtant je l'ai déjà depuis une semaine dans mon sac à dos. Alors juste avant de commencer cette vidéo, oui, le décor est pas vraiment top, la lumière non plus, le son non plus, mais je suis occupé à bosser sur mon nouveau studio qui est en cours de préparation et du coup dès la prochaine vidéo, le son, l'image sera beaucoup plus retravaillé qu'ici, où j'ai dû faire la vidéo un petit peu en speed dans mon salon. Bref, on n'est pas là du tout pour parler déco, mais pour parler du nouvel objectif de chez Lumix. Aujourd'hui a été annoncé deux nouveaux objectifs, un 70-200 2.8 que je n'ai pas encore pu prendre en main, et le 16-35 f4, que je t'ai dit, j'ai pu le prendre en main du coup depuis une petite semaine, les joies d'être ambassadeur chez Lumix. Toute marque confondue, le 16-35 est un objectif que j'affectionne particulièrement. Pour moi, c'est l'objectif à tout faire par excellence. On a un assez grand angle, j'ai envie de dire presque un ultra grand angle, jusqu'à une focale de reportage, tout ça dans un seul objectif qui en général est assez compact, c'est encore plus le cas ici. C'est pour moi du coup vraiment l'objectif à tout faire qui, si je l'avais, serait vissé 90% du temps sur mon boîtier. Ici, le 16-35 f4 de chez Lumix, c'est juste ce que je préfère au niveau de la conception, on parlera de l'optique juste après. Au niveau de la conception, il est petit et léger. On parle rapidement en chiffres, l'objectif fait un petit peu moins de 10 cm, il en fait 9,90 je pense, pour un poids total de 500 grammes, ce qui est rien du tout comparé au gros boîtier, mais sur lequel tu vas les monter comme le S1, S1R ou S1H. Pour son côté ergonomie, il n'y a pas grand chose à dire étant donné qu'il n'y a pas de bouton sur cet objectif, on a juste la bague de mise au point que tu peux déclipser pour passer en mise au point manuelle, comme tu retrouves déjà sur le Lumix 50 mm 1.4 et également sur le 70-200 f4. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, je l'ai oublié pas mal au début de la semaine où je l'ai eu en main, du coup j'ai cherché quand même comment faire pour passer en mise au point manuelle. Il suffit simplement de déclipser la bague pour passer en mise au point manuel et de la reclipser pour passer en autofocus. C'est un petit mécanisme assez rapide qui te permet de passer d'un mode à l'autre assez rapidement sans pour autant devoir décoller ton œil du viseur. Je trouve ça plutôt intéressant, surtout que tu peux le faire d'un seul doigt, donc c'est vraiment hyper simple à faire. Pour le reste, niveau conception, niveau ergonomie, il n'y a rien à dire étant donné qu'il n'y a pas grand chose, je te l'ai dit sur cet objectif. On a une bague pour le zoom, une bague où tu fais rapidement le tour, ce qui est pour moi assez pratique, et la bague de mise au point est pareil, tu en fais rapidement le tour, ce qui du coup en est assez pratique. Et niveau prise en main, je te l'ai dit, il est tout léger et il tient bien en main, il est bien conçu. Pourtant moi qui ai des grosses mains, ça passe. On va passer en revue certains points que je trouve important de parler avec vous. On va commencer avec le vignettage. Effectivement, à pleine ouverture, à f4, j'ai remarqué un tout petit peu de vignettage fatalement sur les bords de l'image. Personnellement, je trouve pas ça ennuyant parce qu'en général, quand il n'y en a pas, j'en rajoute. Donc là, vu qu'il y en a un tout petit peu, ça me plaît tout simplement. Maintenant, j'imagine bien que c'est une question de goût. Deuxièmement, effectivement, il y a un petit manque de piqué sur les bords par rapport au centre de l'image quand tu es à 16 mm. J'ai l'impression que ça s'efface quand tu as passé les 20-24, mais je dois bien avouer que j'ai pas fait des tests à toutes les longueurs focales. À 16 mm, j'ai fait quelques photos où je trouve que les bords de l'image sont un tout petit peu moins nets que le centre. Maintenant, pas d'inquiétude, j'ai vraiment vu ça en zoomant à fond dans l'image, donc personne ne fera ça, sauf si tu as vraiment envie de faire de la photo de studio hyper précise, mais bref. À 16 mm, j'ai remarqué ça, mais c'est vraiment pas handicapant. Troisième point, on va parler de l'autofocus. Alors je l'ai pas beaucoup testé en vidéo, parce qu'en vidéo, j'étais souvent à 5, 6, voire f8, donc fatalement, j'ai mis en focus manuel pour avoir tout net tout le temps. Mais en photo, je n'ai vu aucun problème d'autofocus, il accrochait tout le temps, que ce soit à 16 mm ou à 35, même à pleine ouverture, ça gâchait rien. Il y a 3 points que j'ai vraiment adoré dans cet objectif, sur cet objectif. La première, c'est sa conception, vous l'aurez, je pense, vu au début de la vidéo. Le fait qu'il soit léger et tout petit, waouh, ça fait vraiment du bien, tout simplement, parce qu'on a vraiment des gros boîtiers en main chez Lumix qui sont par ailleurs excellents, mais je leur reproche de temps en temps le poids et un petit peu leur ergonomie un petit peu trop mastoc à mon goût. Mais là, avoir un 16-35 de cette taille-là et de ce poids-là, ça fait vraiment du bien. Donc niveau poids et compacité, terrible. Deuxième point, sa mise au point minimale à 25 cm m'a permis du coup de faire des plans tout le temps. C'est-à-dire que quand j'avais le 16-35 monté sur le boîtier et que je filmais avec, je l'ai surtout ressenti en mode vidéo, j'avais pas du tout l'impression d'être limité. Dans le sens où, avec un 24-105 ou un 70-200, tu vois très vite quand tu arrives à la mise au point minimale et tu te sens un petit peu bloqué des fois, tu dois reculer, prendre un macro, changer de plan, enfin bref. Là, avec le 16-35, je pouvais faire du coup des plans à l'hyper grand angle, des plans beaucoup plus serrés au 35 mm. Et par ailleurs également commencer à jouer en prenant en photo ou en vidéo des détails ou des choses comme ça. Je pense notamment à un plan que j'ai fait sur une vitre d'un avion abandonné, que je vous mettrai ici du coup, où j'étais quasiment collé à la vitre et pourtant la mise au point minimale me permettait de faire des plans qui étaient quand même vachement sympathiques. J'ai pas dû utiliser de macro, j'ai pas dû utiliser l'objectif fixe de close focus ou quoi que ce soit. J'ai juste pris l'objectif,
je me suis mis en mise au point minimale et basta. Ça prouve bien que cet objectif-là est vraiment un objectif à tout faire dans le sens où tu as tout. Tu as une longueur focale qui est vraiment idéale entre 16 et 35 mm, tu as une conception qui est juste terrible, qui est bien pensée. La mise au point minimale va vraiment t'aider à ne pas devoir changer d'objectif en cours de route parce que, mine de rien, en vidéo, le fait de changer souvent de plan va t'aider à dynamiser ton montage. Et là, du coup, tu peux faire des plans vraiment serrés en te mettant un 35 mm avec la mise au point minimale ou en te mettant un 16 mm et en commençant à jouer un petit peu avec les angles et tout. Bref, c'est vraiment pour moi l'objectif qui m'est le plus destiné, je veux dire, à tout faire, tout simplement. Troisième point que j'ai énormément adoré également, et c'est David de la chaîne de Monsieur Caméra qui me l'a dit ce matin, et je me suis dit, mais en fait, c'est pas con du tout, c'est que la lentille frontale ne prenne pas tout le cercle de l'objectif. Je m'explique. C'est souvent le cas chez d'autres marques avec des grands angles, voire des ultra grands angles. Quand tu regardes la lentille frontale, elle va prendre tout le tour de l'objectif. Ici, ça n'est pas le cas, ce qui fait que si jamais tu mets un filtre devant, tu auras beaucoup moins de chances d'avoir du vignettage. Je pense notamment à des filtres ND, voire des filtres ND variables, qui vont te permettre du coup d'obscurcir un petit peu l'image, de jouer le rôle de lunettes de soleil quand il y a trop de lumière qui vient atteindre ton capteur. Je pense surtout à la vidéo, ou pour faire de longues expositions en photo. Quand tu mets ce genre de filtre et que la lentille est vraiment sur le bord, tu as beaucoup plus de chances d'avoir de vignettage qu'ici la lentille étant juste en plein milieu, il y a quand même un gros rebord sur les côtés, tu auras du coup beaucoup moins de chances d'avoir du vignettage en mettant ce type de filtre. Petit aparté, si jamais tu mets un filtre, prends toujours la meilleure qualité possible. Va pas taper un filtre à 20 € sur un objectif à 2000 € et te plaindre après que la qualité soit pas là. C'est pas ton objectif qui manque de qualité, c'est ton filtre. Ok, bon, pas de bol, mon micro-cravate m'a lâché juste pour la fin de la vidéo. C'est pas grave en même temps, j'avais juste à vous dire au revoir. Alors si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à partager la vidéo à d'autres personnes. C'est souvent ce qui nous aide le plus à nous faire connaître et à développer notre audience. Bref, on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Si jamais tu regardes la vidéo dès qu'elle sort, je serai samedi au salon de la photo. Alors n'hésite pas à venir me dire bonjour parce que tu sais à quoi je ressemble, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc n'hésite pas du coup à faire un petit coucou de loin et je reconnaîtrai directement. Bref, à samedi pour certains, à plus tard pour d'autres. Les vidéos vont bientôt reprendre. Le décor est en cours de construction, si on peut appeler ça, parce qu'en soi, il n'y a rien de compliqué, mais bref, Amazon a un petit peu de retard. Et puis du coup, dès que le décor sera de nouveau mis en place, les vidéos se suivront beaucoup plus rapidement. Il y en a déjà une petite dizaine qui sont prêtes, plus qu'à être tournées et montées. Donc voilà, j'ai hâte de reprendre du coup le boulot. Bref, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez. Et puis, à la prochaine. Ciao!